Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projection, débat, animation et expérience digitale, parrainé par Michel Spiro et Pierre Richard, du 9 au 14 octobre 2018. Ravi d'être là, effectivement, par cette belle après-midi ensoleillée. On est ravis d'être là pour parler un petit peu de réalité virtuelle. Donc moi, je suis fondatrice d'une boîte qui s'appelle Smart VR for Impact, qui utilise la réalité virtuelle au service de grandes causes sociales et environnementales. Le pari qu'on a fait il y a environ 1 an et demi, c'est de se dire qu'à travers ce casque de réalité virtuelle qui vous permet de voir en 360 des contenus de façon très immersive, on pouvait porter des contenus autres que des jeux vidéo ou des choses de marketing ou d'immobilier, qui était finalement un média très émotionnel, très intéressant pour passer un certain nombre de messages. Et donc on crée effectivement des contenus la plupart en 3D, la plupart interactifs, sur des sujets de société qui nous tiennent à cœur. La toute première expérience qu'on a réalisée s'appelle « Quand je suis partie ». Elle vous permet pendant quelques minutes d'être dans la peau d'un réfugié syrien et de vivre un peu ce bout de traversée. C'est une expérience assez forte, évidemment, qui dure 5 minutes. Je pense qu'on a tous été touchés par les images, en tout cas on les a tous vues, on a tous eu de l'information là-dessus. L'idée, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut toucher différemment, comment est-ce qu'on peut sensibiliser différemment, comment est-ce qu'on peut travailler autrement avec des associations, des grandes ONG, des fondations, sur des sujets d'impact et de sensibilisation vers l'engagement citoyen. Aujourd'hui, on est en train de développer pas mal de contenu, je vais revenir dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a la chance d'avoir une nouvelle technologie qui est la VR, qui est extraordinaire, qui est une révolution en termes vraiment techno, mais qui est aussi une révolution en termes de médias. Je pense qu'ici, tout le monde sera d'accord sur ce principe, puisqu'on est tous engagés à travers ces technos et ces casques-là. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de façons de le défendre. On est au tout début de ce secteur. Finalement, il y a tout à construire, il y a tout à imaginer, il y a tout à encadrer aussi, évidemment. C'est un enjeu, voilà, la plus grande peur des gens, c'est de se dire mais alors on finit tous demain sous un casque de réalité virtuelle et puis on n'a plus d'humanité. Au contraire, toute la question réside à comment est-ce qu'on l'utilise à bon escient, comment est-ce qu'on l'encadre, comment est-ce qu'on encadre les pratiques, quel contenu on peut créer, jusqu'où on peut aller. Et je reviendrai dessus voilà, par rapport aux expériences que nous on a pu créer et les choses qu'on a pu tester. Merci beaucoup. Mathieu, peut-être vous auriez nous présenter un peu votre association. Oui. Alors, du coup, Game Impact, c'est une association qui est principalement basée à Paris, qui a fêté ses 2 ans au printemps de cette année, si je ne me trompe pas. Elle a été créée dans le but de créer des ponts en fait, entre les développeurs de jeux vidéo et les différents acteurs associatifs ou de l'ESS, donc l'entrepreneuriat social et solidaire. Nos activités principales, en fait, c'est qu'on organise un meet-up tous les mois où on va faire venir une personne de l'industrie du jeu vidéo et un expert d'une thématique d'actualité sociale. On a couvert des sujets comme l'éco-conception, le sujet des migrations. On avait fait venir des personnes d'Utopia 56 qui étaient au camp de la Chapelle. On a parlé aussi de la condition de la femme dans l'industrie et de la représentation dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que j'avais noté de cool? Oui, et puis on a fait aussi tout un cycle autour des handicaps, leur représentation culturelle et comment on rendait les jeux accessibles aux différents types de handicaps, qu'ils soient moteurs, sensoriels ou éventuellement cognitifs. Donc voilà, en fait, c'est principalement comme ça. On fait venir des gens, le but c'est de réfléchir, c'est des meet-ups très interactifs où on discute avec le public. C'est le but principal. Vous pouvez trouver nos événements sur Facebook et si vous voulez voir les anciens meet-ups, ceux dont je viens parler, ils sont disponibles sur le site The Voice Republic. Utilisez votre moteur de recherche préféré et vous devrez y arriver. Voilà. Je vais peut-être d'autres événements plus tard, mais je n'écrirai dans le sujet, je pense que ce sera plus simple. Merci. Eh bien, Adrien de Wild Immersion, si vous voulez nous présenter également. Donc, Adrien, j'ai fondé Wild Immersion il y a 1 an. Je suis aidé par Marie qui est ici dans la salle. Et en fait, notre but, c'est de téléporter les gens dans la nature. Donc, c'est vraiment au contraire du virtuel, de les amener complètement dans le naturel. Et en fait, on prend vos yeux et on les envoie en Afrique et vous vous retrouvez entouré par des éléphants, vous volez avec des flamants roses, après vous allez en Australie voir des koalas, puis vous nagez avec les baleines. Et le but, c'est de montrer la beauté, mais aussi la fragilité de ces écosystèmes. Et donc, on s'engage avec Jane Goodall et son institut, qui sont au-dessus aussi, à préserver les habitats et donc à acheter des terres pour créer des réserves.
Donc ça, c'est très important parce que la biodiversité diminue de façon assez catastrophique. En moins de 30 ans, il y a 50% des espèces qui ont disparu. Tout le monde le sait et malheureusement, ça s'accélère. On est dans la 6e extinction de masse. On sait qu'on consomme plus d'une planète par an. Bref, tout ça, c'est des chiffres. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que malgré la COP21, malgré des grands rassemblements, malgré beaucoup de gens qui bougent et des marches pour le climat, et ben malheureusement, ça ne change pas. Et nous, notre but, avec plein d'autres gens qui font la même chose, c'est vraiment que les choses changent. Et donc, c'est dans le quotidien comment on peut faire et comment on peut lutter pour faire en sorte qu'on ait un avenir un peu meilleur que ce qui se profile. Parce que malgré le fait que ce soit très agréable d'avoir du beau temps comme ça en octobre, je pense qu'on va le regretter très longuement plus tard. Voilà, notre but, c'est donc d'émerveiller et essayer de rendre ce sujet un peu sympa, un peu cool, et de faire en sorte qu'on oublie un peu les zoos, on oublie les cirques avec des animaux, on les laisse dans la nature, et au contraire, on ne se déplace pas, on reste, on partage avec des amis. Nous, on croit beaucoup au local et vraiment à des communautés qui sont dans le même environnement et qui peuvent partager et construire ensemble. Donc il y a vraiment cette balance entre le naturel et les nouvelles technologies, entre la conscience et la modernité. On essaie de mixer un peu tout ça pour faire en sorte que ce soit un cocktail qui prenne. Parce qu'on n'a rien à apprendre aux gens, en fait, tout le monde le sait. On n'a pas de morale à faire. Moi, au départ, j'étais publicitaire et puis j'ai changé complètement de vie il y a 5 ans. Donc, je pense que mon bilan carbone, il est pire que ceux de toute la salle réunie parce que je faisais des grosses pubs pour Coca-Cola, McDo, etc. Donc, vraiment, notre but, c'est de faire en sorte que les gens prennent plaisir à ça et qu'ils aient envie de participer à ce grand mouvement qui est en train d'avoir lieu. Bien, Pierre-Emmanuel, à votre tour. Oui, alors moi je m'appelle Pierre-Emmanuel Le Goff, donc j'ai une société de production qui s'appelle La 25e Heure et une société de distribution qui s'appelle pareil, qu'on a fondé avec des associés il y a 8 ans. Et on a eu l'opportunité il y a quelques années de coproduire un documentaire sur un astronaute allemand qui s'appelle Alexander Gerst. Et quand on était en post-production de ce film, on a appris qu'un Français du nom de Thomas Pesquet allait partir dans l'espace. Et à partir de là, on s'est rapproché de l'Agence spatiale européenne pour suivre cette aventure qui est assez rarissime pour un Français. Il n'y a que 10 Français à partir dans l'espace. Et on a commencé à essayer de faire partager cette expérience sur différents formats, avec différents modes de narration. D'abord le format télé, très informatif, très scientifique, et puis après le format écran géant, plus familial, plus immersif. Format planétarium, et puis de fil en aiguille, on est arrivé à découvrir une technologie émergente qui était la réalité virtuelle. Et donc, on a aussi fait un format qui s'appelle Dans la peau de Thomas Pesquet, donc qui est un film de 2 fois 15 minutes en réalité virtuelle. Donc le premier film en réalité virtuelle tourné dans l'espace, et un long métrage qu'on vient de sortir il y a 10 jours qui s'appelle 16 levées de soleil. Chaque expérience étant complémentaire, permettant de faire partager donc la mission de Thomas Pesquet avec un angle différent, mais à chaque fois avec ce souhait d'essayer de permettre aux spectateurs de partager un peu cette sensation très particulière qu'il a pu avoir notamment lors de ses sorties extravéhiculaires, puisqu'il faut savoir que le point de vue d'un humain depuis l'espace, c'est quand même assez rare. Il n'y a eu que 500 astronautes, un peu plus, mais qui y sont allés. Là, il y a eu un accident d'ailleurs il y a 2 jours qui a fait que des astronautes qui devaient prendre la relève d'un autre équipage ne sont pas arrivés à bon port. Il est même assez probable que la station spatiale se retrouve sans astronautes pendant quelques temps. Donc c'est vraiment un point de vue qui est précieux, puisque c'est un point de vue à 450 km d'altitude sur notre planète qui permet, avec ses propres yeux, dans le réel, de ressentir à la fois la fragilité de la Terre, sa beauté, et en même temps l'impact très clairement visible depuis l'espace de la communauté humaine qui fait un peu n'importe quoi avec son écosystème. Et donc concrètement, on a essayé de faire partager ça de façon un peu intellectuelle, avec des informations concrètes dans le format télé, et pour aller jusqu'à une sensation très, très proche de ce que Thomas a vécu, j'espère, à travers l'expérience en réalité virtuelle, où vraiment on est immergé, notamment dans cette séquence de sortie extravéhiculaire. On est à 360 degrés dans le vide spatial et on a devant nous la Terre. Et l'idée, c'est de faire partager ce qu'ils appellent entre eux, les astronautes, l'overview effect, donc cette sensation très particulière de ressentir à la fois la fragilité de la Terre et puis le fait qu'on fait partie de ce corps vivant, on va dire.
et puis de prendre un recul sur soi-même et se rendre compte qu'on est aussi complètement perdu dans l'univers et qu'on n'est pas peu de choses, mais en même temps, a priori, le seul endroit dans l'univers pour l'instant connu où il y a de la vie. Donc voilà, c'est aussi dans une logique de faire prendre conscience de l'importance de préserver notre planète. Ah oui, ça me rappelle ce qu'avait fait Stuart Brand, qui est un auteur américain qui est à l'origine d'une publication qui s'appelait le World Earth Catalog. En 67, il a publié, après avoir longtemps harassé la NASA, la première photo de la Terre justement vue de l'espace, qui était donc sur la couverture du catalogue. Et l'idée, c'était donc de montrer à la population humaine, voici votre foyer. Et du coup, voilà, est-ce que vous avez... votre démarche, du coup, s'inscrit complètement dans le prolongement de celle-ci. Donc, vous pensez vraiment qu'on arriverait, grâce à la réalité virtuelle, à donner une conscience écologique ? En tout cas, ça peut y participer. J'ose espérer qu'on a réussi à faire effectivement partager un peu de l'émotion de vécu par Thomas. On parle vraiment de choc psychique qu'ils ressentent quand ils sont en sortie extravéhiculaire et qui sont en contact direct avec cette vision de la Terre. Nous, on a des gens qui ont fait l'expérience en réalité virtuelle et qui en sont sortis un peu bouleversés. D'une part parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir vécu leur rêve de gamin de partir dans l'espace et de se glisser dans la peau d'un astronaute pendant quelques minutes. Mais au-delà de ça, ils ont vraiment aussi ressenti, je pense, ce choc visuel, de beauté, de choc esthétique, mais aussi, j'ose l'espérer, de ressentir cette fragilité. Donc, oui, je m'inscris dans ce mouvement. Il y a un copain là, qui s'appelle Jean-Pierre Gou, qui a fait aussi un programme qui s'appelle Blue Turn, qui s'inscrit justement dans cette logique de la photo de EPL Blue Dot, sauf que c'est de la vidéo, donc c'est un satellite géostationnaire qui permet de voir en direct la Terre en train de tourner. Et effectivement, il y a toujours ce choc émotionnel, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc ouais, j'essaie de m'inscrire dans cette démarche-là. Après, voilà, ça y participe. Je ne sais pas si les gens vont d'autant plus s'engager après avoir fait l'expérience, mais j'espère en tout cas que ça y participe. Ouais. Sarah, peut-être à ce sujet, donc, vous expliquiez que vous avez donc conçu une expérience qui permet d'être dans la peau d'un migrant sur un bateau en détresse. C'est bien ça. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors, au niveau justement ressenti des participants qui ont pu tester cette expérience ? En fait, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur cette notion un petit peu de choc, comme le disait Pierre-Emmanuel. On arrive aujourd'hui à créer un ressenti assez inédit par rapport à l'image en étant en réalité virtuelle. Nous, c'est ce qu'on a voulu travailler. Il faut savoir que moi, j'ai accompagné des associations et des entrepreneurs sociaux innovants pendant une dizaine d'années, avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Quand j'en suis partie, j'avais une vraie volonté de me dire mais comment est-ce qu'on peut toucher et sensibiliser à plus grande échelle aujourd'hui, et je félicite ceux qui sont dans la salle aujourd'hui. On se rend compte qu'on a quand même une toute petite partie de la population qui s'engage malgré tout. En tout cas, ce sont souvent les mêmes qu'on va retrouver au festival Atmosphère et qui peut-être se posent la question de ce qu'ils consomment et peut-être vont au magasin bio, peut-être font des dons de temps en temps, peut-être sont bénévoles, peut-être réfléchissent à l'éducation de demain pour leurs enfants. En fait, on se rend compte qu'on a des bases de données un petit peu partagées entre tous les acteurs aujourd'hui qui s'engagent. Pour avoir accompagné des personnes qui travaillaient aussi bien dans le milieu de la santé que la lutte contre les exclusions ou l'éducation, ils pouvaient même se partager des bases de données de personnes à toucher. Et à un moment donné, on se dit, mais ce changement à grande échelle, face aux urgences problématiques et sociales, il doit avoir lieu avec un engagement beaucoup plus important de la part de la société. Alors, évidemment, il y a un mouvement qui est en marche. Il n'empêche qu'il y a probablement toute une partie de la population qu'on n'arrive pas à toucher aujourd'hui sur des grands enjeux. Les jeunes générations sont évidemment au cœur de cette dynamique. Et donc il faut inventer en permanence et s'inspirer des nouvelles technologies et des nouveaux médias pour y parvenir. Moi, c'était mon principe de départ quand on a créé les premières expériences et qu'on a fait les premiers tests. On s'est dit, est-ce qu'on va réussir à interpeller aussi parce qu'on utilise un nouveau média et ensuite parce qu'on portera un contenu qui est différent? Est-ce qu'on arrivera à les toucher différemment? Moi, je suis une association qui travaille sur la question des migrants et qui veut ouvrir le débat. Après, c'est pas la question de est-ce qu'il faut ouvrir les frontières, pas les frontières. C'est même pas le sujet, c'est juste revenir à notre humanité première. Il y a des gens qui traversent aujourd'hui et qui meurent en Méditerranée. En tout cas sur ce premier sujet. Qu'est-ce que ça nous évoque? Comment ça nous touche? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et comment est-ce qu'on peut questionner les gens par rapport à ça? Aujourd'hui, vous allez avoir des assos qui vont peut-être vous interpeller dans la rue, vous donner un prospectus, vous parler, vous montrer des images.
Est-ce qu'à un moment donné, on peut juste se dire, écoutez, moi j'ai un casque, je vous propose une expérience qu'on va vivre ensemble. Pendant 5 minutes, je vais vous demander de sortir de votre zone de confort. On va vous installer sous un casque de réalité virtuelle. Alors, vous allez vivre une expérience qui est interactive. Donc, sur le coup, nous, on ne travaille pas en vidéo 360 comme mes collègues qui sont là. On va modéliser des environnements en 3D. Donc, on part d'images réelles qu'on remet en synthèse, en images de synthèse, un petit peu en utilisant les codes du jeu vidéo, malheureusement. On va créer de l'interactivité. Donc, on va avoir une zone, par exemple, qui fait 3 mètres sur 3 mètres, dans laquelle je peux me déplacer librement avec mon casque sur la tête. Et je vais pouvoir faire un certain nombre d'actions, interagir en fait avec ce monde virtuel. Dans notre expérience sur les réfugiés, qu'on a écrite avec un jeune réfugié syrien ici à Paris, on a donc reproduit un bout de sa traversée. Vous allez vous-même être capitaine de ce bateau effectivement en détresse. Donc ça veut dire que vous allez devoir redémarrer le moteur quand il tombe en panne, parce qu'on sait que les moteurs sont défaillants. Vous allez devoir vous orienter comme vous pouvez. Vous allez devoir éviter les cargos qui passent dans ces zones de danger, etc. Donc c'est vous qui avez la barre dans la main, c'est vous qui conduisez. Donc effectivement, c'est une expérience qui est très forte. Alors elle dure 5 minutes, mais elle est très forte. Ce qui nous intéresse en fait, quand les personnes enlèvent le casque, c'est de se dire, est-ce qu'on a réussi à passer ce tout premier step vers l'engagement quand vous n'aviez pas été touché par ailleurs, avec ce type d'expérience. Aujourd'hui, effectivement, on a plutôt des bons résultats. On a volontairement fait le choix d'aller exposer et de présenter nos expériences dans des lieux de passage pour toucher du très grand public et justement ne pas aller dans des lieux où les gens sont déjà sensibilisés sur la question, mais avoir le challenge de se dire à un moment donné, si je prends un stand avec une grande ONG au milieu d'un centre commercial, est-ce que je vais réussir à toucher sur cette question autrement? Est-ce que je vais pouvoir réussir à faire ce tout premier pas d'une discussion sur ce sujet? Bon, c'est un peu dur parce que là, évidemment, on est sur la question de la migration. Alors, on a d'autres sujets qu'on traite qui ne sont pas toujours aussi forts en termes de choc émotionnel. Hein. Après, on le fait de façon très encadrée. On parle aux personnes avant-après. Il ne s'agit pas non plus d'avoir quelque chose de trop brut. Après, on montre quand même une certaine réalité. Donc aujourd'hui, on a des très bons taux d'impact. On est très content du taux de conversion qu'on peut avoir sur les personnes qui ont vécu l'expérience, que ce soit s'engager à travers une pétition, que ce soit à travers du don, que ce soit à travers du bénévolat, de personnes qui, voilà, effectivement, ont pu un petit peu changer leur perspective parce qu'elles ont pu vivre cette expérience. L'enjeu, c'est de démultiplier évidemment les contenus aujourd'hui. On est au tout début de ces modèles-là, donc évidemment, même si on a de plus en plus d'acteurs qui sont en train d'émerger et qui créent des contenus intéressants, différenciants, que ce soit effectivement sur des sujets de nature, que ce soit les choses où on peut transporter les gens autrement, montrer comment évolue notre planète d'une autre perspective, même quand c'est de l'espace par exemple. Il faut multiplier ces contenus, il faut les rendre accessibles davantage, il faut que le grand public ait accès en fait à ces contenus et à ces casques de réalité virtuelle qui ne sont pas encore non plus à disposition de tout le monde. Donc là, c'est vrai que je pense qu'on voit aujourd'hui, on a la preuve de la force de ce média, mais encore faut-il réussir à diffuser beaucoup plus largement. Vraiment en termes de nombre absolu de personnes à toucher, il y a encore évidemment du chemin à faire. On n'a pas aujourd'hui un taux d'équipement en VR qui est celui de la télé chez soi, qui est celui du nombre de personnes qui vont au cinéma. Donc on sait qu'on doit avancer là-dessus. Vous évoquiez un changement de perspective. Alors, peut-être, Adrien, là-dessus, moi j'ai testé votre expérience d'ailleurs dans le hall. Donc, on se retrouve tout d'un coup sous une girafe qui passe au-dessus de nous, alors dans un banc de poissons, dans une forêt d'algues. Du coup, vous croyez également peut-être qu'il y a un passage justement d'être juste spectateur? Est-ce qu'on peut être un peu plus acteur? Est-ce que. Voilà, moi, je propose qu'on voit un peu la présentation parce que ça fait du bien aussi de voir un peu des images. Hello, this is Jane Goodall. Welcome to Wild Immersion. You are now teleported into wildlife. You will go all around the world. Look everywhere. Look all around you. Be curious. Be inspired. Together, we can change the way the world goes.
total changement de perspective parce qu'on a travaillé en fait comme si on était un animal. Donc on se retrouve avec les chefs de montagne vraiment à la même taille ou avec les éléphants, même chose. Avec une fortune estimée à 3,5 milliards de dollars, Donald Trump est le président le plus riche de l'histoire des États-Unis. Avant de devenir chef d'État, il a multiplié les aventures On n'en veut pas, mais il revient quand même par la fenêtre. Donc c'est pas moi qui ai 5 milliards de dollars. C'est l'ennemi numéro 1. Donc en fait, les changements de perspective, c'est hyper important parce que c'est de créer l'empathie qu'on essaie de faire, et je pense que c'est la même chose avec les migrants. C'est vraiment que les gens se rendent compte de la situation des autres. Et en fait, moi je prends toujours cette fable pour montrer un peu la suite des événements, c'est que dans les villages, tout le monde se tape dessus en se disant « ouais, le cousin, il avait volé l'âne de ma grand-mère et tout ça, donc je déteste sa famille et tout ça, Roméo et Juliette ». Les bonnes vieilles histoires en fait qui restent pendant des années et des années. Et puis tout d'un coup, il y a un dragon qui arrive et là, tout le monde se met d'accord. Et le dragon, là, en fait, il est déjà là. On s'en rend pas compte, il est déjà en train de brûler plein de villages autour. Et les villages puissants s'en rendent pas compte ou au contraire essaient d'en profiter pour continuer de piller un peu partout. Et malheureusement, c'est la réalité. Et c'est une réalité qu'on peut plus nier et sur laquelle il faut vraiment en fait, se lever et dire ça suffit. Moi, encore une fois, je suis passé de la pub à de la création en fait, d'images émotionnelles pour faire en sorte que les gens se réveillent. Volontairement, je suis allé à l'opposé de ce qui se faisait, c'est-à-dire des jeux vidéo un peu de guerre ou du porno, enfin tous les trucs qu'on a vus au début de la VR. Et moi, j'ai fait pendant 15 ans, enfin 12 ans, je ne sais plus exactement quand est née la VR, mais comme en pub, on est toujours un peu en avance sur les technologies, on en fait depuis très longtemps. Et on a voulu aller à l'opposé, au contraire, poser les gens et les relaxer. Et là, peut-être qu'on peut lancer des images, des tests un peu partout. Il n'y a pas besoin de laisser le son et les commentaires, mais ça même permettra de rebondir de temps en temps. Et en fait, on a été très étonnés parce qu'on a lancé ça à Cannes, au Festival de Cannes. On avait 2 chaises comme ça sur une plage. Et en fait, tous les journalistes sont venus. Et on était hyper étonnés parce qu'à Cannes, ils vont plutôt voir Inarritu, ils vont plutôt voir Scorsese, etc. Et vraiment, ils sont tous passés. Ils ont vraiment beaucoup aimé l'expérience. Donc, on a eu pas mal de journaux qui en ont parlé, Brut, mais TF1, M6, etc. Ça veut dire que vraiment, ça résonne avec les gens en ce moment et que les gens se rendent compte que c'est le moment d'agir. Et donc, ce changement de point de vue, vous voyez, quand vous êtes vraiment tout proche d'un jaguar, c'est quelque chose qui est impossible en fait pour l'être humain. Comme pour beaucoup de gens d'aller dans l'espace, c'est carrément impossible. Il y a 500 personnes qui sont allées, il y en aura peut-être 1000 dans 10 ans, mais c'est pas possible de faire plus. Et la réalité virtuelle, c'est ce que ça permet en fait. Ça permet de découvrir la beauté du monde, la complexité, et de se rendre compte, se mettre à la place d'autres gens pour agir. Et ça, donc, en prenant le point de vue inverse, en changeant les choses, on a aussi voulu être très grand public. Et donc, moi, je présente un peu Wild Immersion comme du Disney. On veut qu'il y en ait partout. On est en train d'ouvrir avec Pathé Gaumont. Donc là, le 28 novembre, on va ouvrir au Pathé Beaugrenelle et au Pathé La Villette. On ouvre aussi en Hollande avec eux, en Suisse. On a même réussi à signer avec UGC à côté pour la Belgique. En Chine, c'est en train de partir. Aux USA, c'est en train de partir. En Finlande, on va ouvrir 2 cinémas VR. Et donc, nous, pour la diffusion, on a choisi d'ouvrir nos propres lieux parce qu'en fait, la VR n'est pas encore très développée. On sait que ça va se développer de plus en plus. Et on a vraiment voulu toucher rapidement les gens et surtout les enfants. Parce que les enfants, c'est assez viral. Quand un enfant aime bien, il en parle à tous ses potes et il en parle à ses parents. Et puis, ils prennent conscience petit à petit tous qu'il y a quelque chose à faire. Et on espère que ça va continuer comme ça, qu'on va pouvoir s'associer avec d'autres gens pour présenter d'autres contenus. Parce qu'on ne veut pas juste montrer la nature et la préservation de l'environnement. Il y a aussi les problèmes d'énergie, il y a les problèmes de migration, il y a plein de problèmes qui vont se retrouver et on a vraiment envie de fédérer tout le monde. Et ce qui est assez fantastique, c'est que réellement, on a pour l'instant à peu près 100% de retours positifs. Et les gens aiment beaucoup ce point de vue en fait qui est vraiment
totalement nouveau où en fait tu peux regarder partout et c'est ça un peu l'interactivité. Nous on veut pas trop que les gens bougent, etc. On veut plutôt qu'ils soient posés, relaxés. On travaille aussi sur les fréquences vibratoires pour faire en sorte qu'ils soient dans un état presque méditatif, qu'ils passent vraiment un bon moment et qu'ils les prennent complètement. Et après surtout qu'ils agissent. C'est ça le plus important, c'est que maintenant, chacun est responsable et chacun doit se mettre en commun parce que le dragon, il est vraiment hyper puissant et il faut vraiment tous s'y mettre pour en fait dire que vraiment Donald Trump a tort et qu'on s'en fiche de ces milliards. Maintenant, ce qu'on veut, c'est vivre ensemble et faire en sorte d'en profiter parce que en plus, il y a plein d'études en ce moment sur le bonheur qui sont en train de montrer que c'est simple, que c'est bien s'occuper de son esprit, de son corps, de son alimentation, de son environnement, et faire ce qu'on aime, de sa famille, etc. Donc je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle civilisation. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de mêler ces nouvelles technologies qui vont nous permettre de nous plonger dans cette nouvelle civilisation et la tradition, la modernité et aussi le local qui va permettre de s'unir les uns avec les autres pour faire en sorte que ce soit plus efficace. Alors, du coup, vous dites justement que la réalité virtuelle permet de nous rapprocher, mais généralement c'est plutôt l'inverse qu'on lui reproche et aux jeux vidéo en général. Peut-être Mathieu là-dessus, le fait que on a toujours, moi enfant c'était toujours, c'était la panique morale. Les jeux vidéo, ça rend épileptique, ça enferme les enfants, ils ne sortent plus dehors, tout ça. Vous croyez-vous que, au contraire, ça puisse apporter du bien à la société? Oui. Non, oui, ce côté évidemment. Les jeux vidéo, voilà. Enfin, le truc typique de ça nous a enfermés dans nos salons. On n'a pas vu la lumière pendant 6 ans. Bon, moi je dis toujours que, après tout, les bouquins, c'est à peu près le même problème. Au final, c'est pas plus interactif si on veut. Ensuite, les jeux vidéo, ça reste quand même super sociable. Le jeu en général est quand même considéré comme super sociable. C'est pour ça aujourd'hui que, par exemple, juste pour voir le truc, on s'en sert aussi de plus en plus aujourd'hui comme outil de médiation. Donc que ce soit le jeu vidéo, merci. Le jeu vidéo ou des jeux de société plus classiques peuvent être utilisés. Donc on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire en cours pour encourager les élèves à du coup s'organiser entre eux, découvrir, essayer par eux-mêmes et du coup voir directement dans un espace un peu plus sécurisé mais qui réagit selon les mêmes règles que le monde réel. On s'en sert aussi en entreprise pour créer de la cohésion d'équipe. J'ai l'impression qu'au final, le préjugé, si on le reprend et qu'on le transpose dans la vie réelle et comment il est utilisé aujourd'hui, on se rend compte qu'il est complètement à l'opposé de la réalité. Alors après, pour la VR en elle-même, si elle peut apporter du lien social, ça c'est un peu plus... Alors, moi je suis entièrement d'accord et c'est assez marrant de voir en fait que les grands médias ne parlent pas du tout du jeu vidéo, alors qu'en fait c'est devenu la première industrie dans l'entertainment et que c'est beaucoup plus puissant en fait que le cinéma, etc. Alors que honnêtement, je pense qu'il faudrait vraiment s'en occuper encore plus pour y mettre du bon contenu et faire en sorte de changer les choses et d'éduquer les gens, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre le jeu vidéo et de plus en plus d'universités utilisent ça, de plus en plus de professeurs utilisent le jeu pour faire en sorte que les élèves collaborent et apprennent justement plutôt que la compétition, la collaboration. Et la VR, pour répondre à la question, nous on a choisi de faire une expérience de VR collective. Donc en fait c'est dans des salles de cinéma, c'est pour ça qu'on fait nous-mêmes nos salles de cinéma. Donc encore une fois, avec Pathé, là, on va ouvrir la première le 28 novembre. Et donc, il y a les chaises et tout le monde suit la même expérience au même moment avec le son en direct. Donc ça permet en fait de partager les émotions, de vivre les mêmes moments au même instant. Et puis éventuellement que les enfants disent à leur papa ah tiens regarde derrière il y a l'éléphant, etc. Qui est vraiment une interactivité là-dessus, puisque comme on peut regarder partout et qu'on s'est amusé à mettre des animaux vraiment dans tous les coins et à chaque image il y en a vraiment tout autour de vous. Et ben en fait, je pense que la VR peut vraiment devenir une expérience collective, d'autant plus que maintenant on est en train de travailler avec des choses où on sent les gens qu'il y a à côté, c'est-à-dire qu'il y a des avatars qui peuvent se créer, et donc on peut jouer avec des gens en même temps et avoir retrouvé ses potes à un endroit, etc., etc. Donc moi je pense que la VR va être une expérience collective comme les jeux multiplayer, etc. Si je
Si je peux rebondir juste là-dessus, je pense qu'effectivement la notion de lien social, elle est très importante et on peut penser déjà aujourd'hui des contenus de façon collective. C'est ce que tu fais et je pense que d'autres le font aujourd'hui. Il faut savoir que notamment chez les jeunes, nous on a créé une application l'année dernière qui a très bien fonctionné en travaillant avec le Secours catholique qui s'appelait la chasse aux préjugés. La chasse aux préjugés, grosso modo, c'est un Pokémon Go, mais sur les préjugés. Qu'ont les Français contre les personnes démunies, ceux qui abusent des allocs, contre les migrants, contre le chômeur qui ne fout rien, etc. En fait, vous voyez tous comment fonctionne Pokémon Go. C'est une application qu'on appelle en réalité augmentée. Vous allez utiliser la caméra de votre smartphone pour filmer l'environnement qui est autour de vous et vous allez avoir un petit Pokémon ou un objet 3D, quel qu'il soit, qui va popper devant vous. Vous en faites ce que vous voulez. Partant de ce principe-là et à quel point on a vu comment ça fonctionnait, Secours catholique est une organisation que vous connaissez peut-être, vieille association française, qui accompagne des personnes en précarité en France globalement. Je ne vais pas dire de façon laïque parce qu'il y a toujours forcément un caractère toujours assez religieux au sein de cette organisation, mais qui accueille évidemment n'importe quel public aujourd'hui en difficulté, avait un enjeu de pouvoir diffuser ces messages, notamment auprès d'une population plus jeune et au cœur de sa nouvelle campagne. Et donc on a monté cette application en se disant on va avoir un bus itinérant, on va créer cette application mobile et organiser des chasses aux préjugés à proximité. Et donc l'enjeu, ça a été vraiment créer des moments où on avait notamment un public assez jeune qui pouvait se retrouver et qui partait un petit peu en mode chasse au trésor avec un événement qui durait une demi-heure à 1 heure. Vous vous baladiez dans votre ville, vous aviez des petits personnages, des monstres qui symbolisaient en fait ces préjugés qu'on peut avoir. Vous deviez, une fois qu'ils apparaissaient, les gommer sur l'écran de votre téléphone et vous aviez de l'information sur la réalité de la situation. C'est une campagne qui a extrêmement bien marché. On a eu quasiment 50 000 téléchargements et notamment sur des publics entre 15 et 20 ans. Donc on était assez contents de ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui s'est fait de façon très collective. Sur le coup, en repartant vraiment d'un jeu vidéo qui avait cartonné. Donc on se rend compte qu'en utilisant aussi ces nouveaux outils et en empruntant au code du jeu vidéo qui, quand même, dans la génération est extrêmement présente et qu'on ne va juste pas renier, peut vraiment avoir de l'impact aujourd'hui. Et après, je te rejoins complètement, Adrien. Aujourd'hui, il faut savoir que la réalité virtuelle n'est déjà plus dans de l'expérience individuelle. Avant, on était un peu tout seul sous son casque. Moi, je suis dans un studio où on est en permanence à travailler sur de l'innovation. Aujourd'hui, on est en train de créer des expériences où on est sur 100 mètres carrés, on est 6 joueurs à la fois en même temps, avec un ordi sac à dos, connectés les uns aux autres, à vivre des expériences ensemble, où on est en collaboratif, en coopératif, au sein même d'un monde virtuel, et on agit ensemble. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment des contenus qui sont extrêmement intéressants, très attractifs, évidemment, encore une fois, sur des publics jeunes, mais pas que. Et on peut vraiment leur faire faire... Alors, c'est un peu la suite du Serious Game qui existait pas mal, mais on peut faire des mises en situation extrêmement immersives pour justement les faire travailler sur des choses comme le climat et autres. Ouais, juste aussi, en fait, dans la même foulée, c'est que faut aussi prendre en compte une chose, c'est que même si les expériences du coup deviennent de plus en plus, on va dire, multi-utilisateurs, pour pas dire juste multijoueurs, en fait, il y avait quelque chose, c'est qu'on se rappelle de l'époque où on n'avait pas trop Internet, ça marchait pas trop bien. Ouais, là dans le public, c'est bon, il y a des gens qui se connaissent, c'est bon. Mais même à l'époque, le jeu vidéo, ça marchait quand même vachement bien. Moi, j'y jouais énormément. Mais en fait, c'est tout pareil. Il faut aussi prendre en compte le fait que ces événements, alors que ça soit un film, enfin n'importe quel élément culturel, donc un film, qu'il soit classique au cinéma ou en VR ou que ce soit un jeu vidéo, ça crée aussi des liens culturels entre les gens. On a partagé les mêmes expériences, on a les mêmes choses dont on peut parler, on a les mêmes références. Aujourd'hui, c'est super connu. Enfin, l'exemple le plus utilisé, c'est tout ce qui est super-héros, Marvel. Maintenant, ça s'est vachement popularisé. Mais à une époque, c'était un lien de ralliement pour certaines personnes qui partageaient une certaine culture. Donc, il faut aussi prendre en compte que toutes ces expériences-là, quand elles vont marquer les gens, même s'ils ont passé 1 heure un peu isolés ou en introspection, ensuite, ça va les marquer, ils vont en partager et ça va leur permettre des nouveaux codes culturels qu'ils vont utiliser tout au long de leur vie. Donc, je pense que là aussi, en termes d'impact à long terme, faut pas négliger ça non plus. Moi, je suis assez d'accord. D'ailleurs, si on peut passer juste la dernière vidéo sur les installations, parce qu'on en a fait une à Brest, à l'aquarium de Brest, et en fait, c'était plein tout le temps. Il y a vraiment eu beaucoup de gens qui sont passés, et vous voyez, les gens ne sont pas du tout
passifs. Ils font vraiment une exploration, ils tournent partout sur leur chaise, ils regardent partout. Et si on peut juste mettre la musique, là je pense dans 10 secondes, à la fin en fait, ils applaudissaient tous. Ça veut dire vraiment qu'ils avaient vécu une expérience tous ensemble qui était assez intéressante parce que il y avait les petits gamins qui disaient tiens, t'as vu le koala à ce moment-là, ils essaient tous de les toucher. Enfin, ça c'est un geste qu'on voit très souvent chez les enfants, mais aussi chez pas mal d'adultes, en fait, c'est d'essayer de toucher les animaux parce qu'ils les ont jamais vus aussi près. Et en fait, la réalité virtuelle permet ça, alors que ça, c'est impossible de se retrouver au milieu d'un troupeau de bisons. C'est carrément impossible pour un être humain. Et on a fait plein de plans comme ça. Voilà, donc on voit que c'est une vraie expérience collective. C'est pour ça que je voulais montrer cette vidéo. Pierre-Emmanuel, peut-être, vous avez quand même réussi une première mondiale, on peut dire que vous avez dépassé les Américains et les Russes dans la course à l'espace. Dépassé Trump. Dépassé Trump. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus du coup sur l'aspect technique aussi, parce que tout ça c'est quand même un monde qui évolue à grande vitesse. Là, on en parlait d'expérience multijoueur. Vous-même, comment vous avez réussi en fait à aller filmer tout là-haut ? Alors oui, tout d'abord, c'était un appui du côté des agences spatiales européennes et américaines pour avoir accès à certains lieux, que ce soit à terre et en particulier dans la Station spatiale internationale. Après, ces accords-là nous permettaient aussi d'avoir du temps d'astronautes disponibles, c'est-à-dire quand ils sont dans l'espace, ils ont 6 jours de travail. Et une journée un peu off pour faire autre chose, échanger avec ses proches, se détendre, faire des photos, voir des vidéos. Donc ça, c'était un deuxième élément clé. Et puis, par ailleurs, il fallait former les astronautes en amont, à terre, à l'utilisation de différents types de matériel, différents types de focales. Et sur la VR, en fait, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'à l'époque, c'était il y a 3 ans, il n'y avait pas de matériel VR simple d'utilisation qu'on allait pouvoir en fait faire valider pour partir dans l'espace. Ça demande plus d'1 an de validation pour vérifier le type de batterie, etc., qu'il n'y ait pas des bris de VR potentiellement qui puissent se balader dans la station spatiale. Donc c'était un défi technique qui, au finish, s'est avéré insurmontable en fait. Donc la seule caméra qui a été montée, c'était une caméra française. Donc l'agence spatiale européenne nous a dit ouais, on va monter une caméra française. La caméra n'était pas bonne. Donc on a trouvé d'autres solutions pour contourner l'obstacle, puisqu'il faut savoir que la VR, en fait, la VR, c'est un environnement, on capte le réel en plusieurs fois, en portions, en fait, pour recréer 360 degrés. Et en fait, souvent, on fait ce qu'on appelle du multipass, c'est-à-dire on utilise une caméra qu'on fait tourner, et puis on reconstitue comme ça la sphère en entier. Et donc, nous, fort de la contrainte, en fait, qu'on avait de ne pas pouvoir monter une vraie caméra compacte de médiocre qualité, entre guillemets, dans l'espace, on a trouvé d'autres solutions, on a contourné l'obstacle, et on a utilisé une caméra RED, donc c'est une très bonne qualité, en 6K, donc voilà, c'est de la ultra haute définition, mais avec une optique fisheye, donc qui filme à 180 degrés, et donc 2 × 180 égale 360, donc ça nous permettait d'avoir des plans à 360, mais de très bonne qualité. Et de la même manière, on a utilisé en fait des photos que Thomas a faites dans la station spatiale, donc il faisait tourner l'appareil photo de façon très précise, autour d'un axe très précis, et à partir de ces photos, on a réincrusté des vidéos dedans tournées à plat, et on a comme ça réussi à reconstituer des images à 360 avec de la vidéo. Enfin, voilà. Après, on a combiné d'autres techniques, on a rotoscopé Thomas sur certains plans, c'est-à-dire qu'on a découpé image par image, réincrusté dans un plan, un travelling avant, et en sortie extravéhiculaire, c'est un autre défi. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de caméra donc VR non plus sortie dans l'espace. Il faut savoir que dans l'espace, en fait, en plus, les contraintes sont énormes puisqu'on passe de moins 150 à plus 150 degrés en fonction de l'orientation par rapport au soleil. Et donc, c'est compliqué de faire sortir des caméras. Et là, on avait la chance que la NASA ait co-développé avec GoPro un système pour isoler cette caméra. Et c'était une caméra qui n'avait jamais été de si bonne qualité. C'était une caméra compacte mais 4K. Et en fait, on a utilisé cette image. Et on n'avait qu'un axe, mais en fisheye aussi, donc quasiment 180 degrés. Et en fait, on a recréé le casque virtuellement en CGI, donc en image de synthèse. Et donc, on a vraiment l'impression d'être à la place de Thomas, puisqu'il il avait une caméra qui était à peu près au niveau de son axe de vision. On a remis le casque autour, donc on voit en fait le réel que de peut-être 120 degrés. Le reste, c'est l'intérieur du casque. On a recréé des reflets, etc. au niveau de la visière. Donc, il y a un effet de réalisme qui marche très bien. Mais on n'avait pas vraiment 360 degrés, mais c'est pas grave, puisque finalement, si on
on avait eu vraiment 360 degrés, on aurait été en flotter dans l'espace, ce qui n'était pas intéressant. C'est plus intéressant d'être dans le casque. Et c'est vraiment la promesse qu'on fait, c'est d'être dans la peau, dans la combinaison de Thomas Pesquet. Donc voilà un peu comment on a réussi à franchir toutes les étapes. Et finalement, le fait qu'il n'y ait pas eu de caméra 360, puisque dans l'espace, ils ont tendance à se partager les caméras, a fait qu'on a été les premiers à le faire, parce que je pense que s'il y avait une caméra 360, les Américains ou les Russes se seraient empressés de commencer à délivrer des images 360. Donc c'est comme ça que finalement, pour la petite histoire, les petits Frenchies ont été plus vite que les Américains. D'accord. Et un peu comme Wild Immersion, vous permettez comme ça aux spectateurs d'aller là où ils ne pourraient jamais être. Oui, c'est vraiment ça le défi, et c'est pour ça qu'on a essayé de développer le projet sous plein de formats différents, parce qu'on pense que voilà, c'était important de faire partager cette expérience au plus grand nombre, sous le maximum de devices, enfin de formats différents, et parce que c'est voilà, une opportunité qu'on peut saisir qu'une fois, parce que Thomas d'ailleurs, concrètement, il devrait peut-être repartir dans 4 ans, mais vu ce qui s'est passé il y a 2 jours, il n'est pas du tout improbable que comment dire, son programme soit décalé. Donc on ne sait pas s'il repartira concrètement. Donc c'est une opportunité qu'il ne fallait pas rater, quoi. J'ai peut-être une question pour vous quatre, parce que du coup on parle quand même de VR depuis le début, mais je ne sais pas si concrètement dans la salle il y a des gens qui ont un casque de VR, peut-être un petit cardboard. Vous pouvez lever la main si vous en avez un chez vous. 2 personnes ont un casque de VR, et donc peut-être que c'est ça le défi aussi aujourd'hui, le taux d'équipement. Mais je pense qu'il faut penser la VR pas simplement pour être diffusée dans un casque de réalité virtuelle, même si évidemment en tant que réalisateur, moi ce qui m'intéresse c'est de faire vivre l'expérience avec le meilleur device possible, mais nous on l'a décliné sur 3 formats, enfin 3 types d'exploitation qui sont une application pour smartphone, donc qui permet de se balader comme ça à 360, donc déjà de faire une expérience dans une sphère de réel virtuel, on va dire, mais on peut aussi le voir sur un écran d'ordinateur et scroller dans l'image pour se balader. Voilà. Alors c'est moins immersif, mais ça permet à tout à chacun d'avoir quand même accès à l'expérience, quel que soit le... Enfin, je pense que tout le monde a un smartphone quasiment dans la poche, ou un ordinateur, ou en tout cas accès à ce type de device, et ça permet aussi de faire de l'évangélisation, entre guillemets, à ce type de format, et je pense que le cinéma peut faire partie aussi des moyens d'amener les gens vers la VR, parce que nous on a la particularité de sortir à la fois un long métrage cinéma et une expérience de réalité virtuelle, et quand on a fait une avant-première il y a 15 jours au Grand Rex, on avait diffusé aux plus de 3000 spectateurs qui étaient présents, enfin distribué gratuitement, enfin financé par l'ESA d'ailleurs, des cardboards qui nous ont coûté peut-être 2-3 euros, je sais plus, pièce en fait. C'est en carton, c'est tout simple, avec un petit système optique à monter soi-même. Et en fait, ça marche déjà très bien. Donc tout à chacun, pour le prix de café, peut en fait avoir accès à un système de diffusion de la VR dans lequel on glisse son smartphone quand même. Le processeur et l'écran, c'est un smartphone, et qu'on glisse dans le casque en carton. Mais ça marche déjà très bien. Donc finalement, tout le monde peut avoir un casque de VR low cost chez soi. Et ça pourrait rejoindre aussi l'aspect, ce qu'on parlait aussi, conscientisation écologique. Il y a quand même quelque chose un petit peu antinomique dans cette conférence aujourd'hui, c'est qu'on parle quand même de high-tech, et pour nous ramener finalement des choses qui sont l'environnement, les autres êtres humains. Et donc au moins le cardboard a le mérite d'utiliser du matériel qu'on a déjà chez soi, et c'est juste un bout de carton et de lentilles, quoi. C'est vrai. Très bien. Je crois que Mathieu avait quelque chose là-dessus, sur l'environnement. Sérieux? C'est le moment. Ouais, je croise les doigts pour que tu oublies cette question. Non, c'est vrai que c'est un truc qu'on a un peu remarqué quand on a travaillé justement les questions de l'éco-conception. Et c'est pour ça notamment que cette année, Game Impact va lancer un sujet principal pour nos meet-up novembre, décembre et janvier autour des thématiques de l'effondrement et des transitions qui vont être un peu nécessaires au niveau technologique. Alors, je suis un peu embêté parce que du coup je vais faire le relou. C'est-à-dire que, ouais, je vois bien le truc, et je me dis oui, je commence à voir l'intérêt de la VR. Je m'intéresse un peu. Au début c'est parce que je louche, je crois, dans les cases de VR. Donc c'était pas trop pour moi, mais bon bref. Mais il y a quand même des trucs qui ressortent en ce moment et qui font un peu peur. Et du coup les cardboards, je veux bien, mais là, quand même, alors en plus je vais citer les échos, c'est quand même les derniers auxquels je m'attendais à avoir des sujets écologiques, mais quand on voit que le coût énergétique de la production d'un iPhone 10 c'est 3 fois celle de l'iPhone 4, bon, bah, est-ce que la différence entre les deux est si ouf que ça? Ce matin on me parlait on aura la 5G l'année prochaine.
On va devoir changer tous nos téléphones pour y accéder. Aujourd'hui, le bilan carbone d'un téléphone, c'est pas du tout l'énergie que vous allez utiliser pour la batterie. En gros, il a déjà fait 70% de son coût énergétique quand il arrive dans la boîte, quand vous l'achetez. Et ça, c'est que les smartphones. C'est tout le reste. Aujourd'hui, la tech, ça représente plus d'émissions de carbone que le transport aérien civil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont un peu énervants parce qu'ils sont là, j'adore la planète, et qui prennent 10 fois l'avion par an, bah, en fait, sont peut-être un peu moins dangereux que les gens qui ont 40 consoles de jeux vidéo chez eux. Donc c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que j'entends mesure d'impact et je me dis que c'est très bien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on se focalise sur un truc, c'est nouveau, on peut le faire, on se dit que c'est cool. Moi, aujourd'hui, quand je parle avec des gens qui me disent « Ouais, c'est cool, j'ai vu un film sur l'écologie en VR », ils ont exactement la même tête que ceux qui avaient vu les films de Cousteau à l'époque et il n'y avait pas besoin de la VR pour ça. Bon, Cousteau, il y avait d'autres problèmes, mais ça, on ne va pas en parler. Du coup, je pense qu'il faudra quand même faire attention à un moment donné. Et là, je sonne dans la critique, j'aime pas trop ça. Mais c'est un point de vigilance aussi, faire attention à pas tout mélanger. C'est-à-dire, on va sauver le monde en générant des émissions de carbone. Je suis pas trop sûr que ce soit une super théorie. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a un point de vigilance à justement faire bien attention à la balance entre l'impact et la course à la performance qu'il y a derrière. Même si ça vaut rien à côté du mec de Sony qui pense qu'il nous faut une nouvelle génération de consoles, juste pour le principe. Moi, je suis entièrement d'accord. On est dans une schizophrénie de civilisation qui est vraiment importante. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment choisi de faire des cinémas pour que les gens ne soient pas obligés d'avoir un casque de VR. Après, de le diffuser sur Internet. On fait plein aussi de making-of, etc. Et surtout, à chaque fois, on explique la mission. Et la mission, c'est clairement de connecter les gens à eux-mêmes et à la nature sans qu'ils aient à se déplacer. Et de faire en sorte qu'après, ils agissent pour ça. Et que nous, à côté, on achète des terres pour préserver des espaces. Parce que sinon, en fait, il y aura plus de certaines espèces vont complètement disparaître définitivement. Donc maintenant, le but, c'est de rassembler des réserves, d'acheter des terrains qui sont au milieu, qui sont des réserves de chasse, etc., de les transformer. Enfin, on travaille avec plein d'associations pour faire ça. Mais clairement, la schizophrénie de la civilisation est assez frappante. Moi, au départ, je travaillais avec Lenovo. J'étais invité à une conférence à Barcelone, là, je ne sais plus le nom, mais c'est la plus grosse conférence de téléphonie. Et en fait, ça faisait déjà plus de 5 ans que j'étais sur toutes les problématiques écologiques, mais d'énergie aussi, de finances et tout ça. Et en fait, là-bas, il y a 100 000 personnes qui sont en train de parler de téléphonie et de nouvelles 5G, tout ça, dont on n'a franchement pas besoin, qui leur seul but, c'est qu'on rachète des téléphones tous les ans, des téléphones qui sont maintenant à 1 200 €, la batterie, elle ne fonctionne même pas 3 heures. Enfin, on est vraiment dans du jetable complet, même pour des devices sur lesquels les gens mettent beaucoup d'argent. Pour moi, le téléphone, c'est vraiment le pire parce que on est tous obligés d'avoir un smartphone en travaillant dans ces milieux et ça ne tient même pas une journée en batterie, quoi. C'est un truc de fou. Et puis au bout d'un an, il est mort et on est obligé d'en racheter un. Et on a beau être contre, vraiment, moi je suis complètement contre, mais c'est juste impossible. Et c'est pour ça que je dis, moi j'espère juste que les gens vont se rendre compte que le dragon est là et que c'est le moment de s'unir parce que moi, je suis devenu végétarien, je suis devenu minimaliste, j'ai qu'une valise, j'ai donné toutes mes affaires, j'ai vraiment complètement, radicalement changé de vie et j'essaie de l'expliquer, de montrer justement ce passage de la pub où j'avais une boîte qui faisait des millions d'euros à un truc qui est vraiment orienté sur l'empathie et la création de valeur, etc. Mais pour ça, j'ai complètement changé de vie. Et je pense que le but, c'est que maintenant chacun prenne ses responsabilités et le fasse parce que on va encore au salon de l'auto. Moi, j'ai travaillé pour le salon de l'auto, j'ai fait des films à 400 000 € pour un prototype qui verrait jamais le jour et sur lequel ils font un stand à 1 million d'euros et le lendemain tout va à la benne, quoi, avec des super matériaux, des LED qui viennent de Chine, etc. Et quand on voit ces salons, on fait genre, mais en fait les industriels ils se rendent pas compte, quoi. Ils se rendent pas compte qu'on est vraiment proche de l'effondrement et qu'en fait, là, si on continue comme ça, mais on va se le prendre en pleine face, le mur. Ça va être vraiment violent. D'ailleurs, c'est une des pistes, si on peut dire, comment dire, pour
les économies que pourrait amener à un minimum tout ce qui est réalité virtuelle augmentée serait peut-être, si c'est notre unique dispositif, hein, c'est un peu un des théories futuristes, mais on parle, enfin il y a eu, quand on dit à Microsoft avec son HoloLens qui dit, bah, si vous avez votre casque HoloLens, maintenant vous avez plus besoin de télévision, vous avez plus besoin de chaîne IFI, etc. Bon, je ne sais pas s'il faut y croire, si c'est un véritable impact, mais c'est un vrai débat, comment... Mais en fait, le débat, il est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, je crois que c'est le patron de Renault qui a dit mais moi, je suis à fond pour les voitures électriques, mais en fait, ça a un bilan carbone qui est pire que les voitures normales. Et pourtant, à cause des médias et d'une sorte de facilité de dire ouais, mortel les voitures électriques, on pousse tout le monde à le faire, alors qu'en fait, les batteries, elles vont plus polluer, etc. Et en fait, on n'arrive pas à se poser, dans notre civilisation actuelle, un mois pour prendre une bonne décision. Et puis si on y arrive, genre COP21, en fait, tout le monde déchire le contrat un an après. À un moment, il faut vraiment que tout le monde dise non, quoi, et qu'on commence vraiment à boycotter des marques qui ne font pas le boulot, qu'on commence vraiment à boycotter des politiques qui sont pas... parce qu'en fait, on a beau parler de virtuel, de changer de modèle, etc., mais si tout s'effondre, on ne va rien changer du tout, on va juste essayer de survivre, quoi. Peut-être un petit mot, Sarah. Je pense en fait, comme cette opposition entre la civilisation et comment notre civilisation actuelle elle peut perdurer face à toutes ces technologies et à la surconsommation, elle est au cœur des débats depuis plusieurs années et clairement vous rejoint. Moi, à la base, je suis vraiment une non geek, non high-tech, non tout ça. Je suis arrivée là-dedans un petit peu par hasard, honnêtement, il y a 2 ans, et jamais je me serais projetée là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il n'y a pas de noir et blanc. Moi, je refuse ces discours de dire il faut mettre fin à la techno aujourd'hui. Je pense que comme à chaque fois, la techno aujourd'hui, elle a permis des avancées, mais conséquentes sur évidemment plein de sujets qui sont d'abord sociaux et environnementaux, et que la technologie au service de l'écologie, c'est quelque chose qui peut être incroyable. La technologie au service du lien social est quelque chose d'incroyable, mais c'est toujours pareil, ça reste une toute petite partie de cette technologie. Qu'aujourd'hui, on a malheureusement... des usages et une surconsommation qui est juste aberrante. On l'évoquait tout à l'heure, en fait, au-delà des technos, je pense qu'il y a un point qui est fondamental pour moi, et Adrien en parlait. S'il y a un terme que je retiens, moi, qui va nous permettre de faire cette transition et ce changement de modèle, c'est l'empathie. C'est réellement la capacité qu'on a les uns et les autres à pouvoir se mettre dans les chaussures des autres, à comprendre leur situation. Parce que si on arrive à faire ce premier pas vers l'autre et cette compréhension, on arrive à faire tomber un certain nombre de barrières, on arrive à reconnecter les gens et à penser une société au global où on n'est plus concentré sur nous-mêmes, mais sur un vivre ensemble global, où là on peut trouver des vraies solutions qui sont plus individualistes. Aujourd'hui, la technologie et ses usages ne sont pas bonnes parce que tout est individualiste. On surconsomme effectivement du téléphone pour soi, on ne pense pas les usages de façon partagée. Moi, je ne suis pas du tout, si on revient à un sujet VR, à vouloir une diffusion individuelle, à ce que tout le monde demain soit équipé en casque de VR. Je ne pense pas que le futur de la VR soit là en réalité. Je pense qu'il peut y avoir des lieux qui permettent de produire ce type de contenu. Je pense qu'on a plus intérêt à aller vers des expériences très premium qui créent un impact très fort et sur des casques qui sont peut-être performants mais sur une moindre mesure que sur multiplier les cartes bandes en carton. En réalité, je ne sais, parce que je trouve que l'impact sur les gens, il est moins intéressant. Alors oui, tout le monde peut l'avoir, mais au final, est-ce que l'expérience elle est qualitative sous un casque VR low cost? Je suis même pas sûre. En tout cas, de mon point de vue. Donc je me dis, le tout, c'est pas toujours de se dire, il faut que tout soit accessible tout le temps par tout le monde. Et du coup, multiplier les objets qui vont le permettre. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire qu'on peut faire autrement, qu'il faut viser la qualité et le changement en profondeur, plutôt que de multiplier des initiatives voilà, où on sème pas grand-chose au final en termes d'impact. Je rejoins pas mal de choses qu'on a dit. Hein. Je pense qu'il y a un effet de mode aujourd'hui qui est intéressant. Je pense qu'il faut s'en saisir. Ce que je me dis, c'est que quand il y a des grandes avancées technologiques, que ce soit le smartphone ou que ce soit plein d'autres technos, pour moi, ça reste essentiel que le secteur social et environnemental
la trappe soit présente dès le départ. Et ne soit pas 10 ans en retard sur nous aussi, on va peut-être s'y mettre et nous aussi, on va pouvoir utiliser ces contenus. Parce qu'il sera déjà trop tard en réalité. Donc moi, je me dis, toute nouvelle opportunité pour pouvoir travailler sur l'engagement citoyen et sur le changement social, il faut pouvoir la saisir. Mais en ayant effectivement des objectifs d'impact qui soient extrêmement bien définis au départ et qui soient encadrés. Ça, je pense que c'est des acteurs aussi comme nous qui doivent, entre guillemets, commencer à poser, on va dire, les jalons de l'éthique et de l'usage qui vont être faits autour de ces nouvelles technos. Non, mais en plus, il ne faut jamais être contre, il faut être pour. C'est-à-dire lutter contre quelque chose, assez souvent, ça ne sert à rien. On le voit, les manifestations, ça n'a plus aucun impact. Et maintenant, il faut créer nos propres usages. Et la techno va vraiment nous aider. Moi, par exemple, on est en train de faire des accords avec des réserves pour placer des drones, pour pouvoir surveiller les zones, pour empêcher les braconneurs de venir. Et on a l'intention, peut-être dans 6 mois, on voit avec des gros opérateurs de téléphonie pour placer le Wi-Fi en fait, sur la réserve et avoir des drones, bon, évidemment qui volent à 7 mètres de haut, donc ça ne dérange pas du tout les animaux, c'est des petits drones et tout ça, mais pour quelqu'un à New York puisse mettre un casque de VR, voler au-dessus de la Tanzanie, voir des éléphants et puis éventuellement repérer des présences humaines, même la nuit, parce qu'il y a des caméras infrarouges. Donc ça, on voit la technologie, c'est-à-dire le vol à distance, le drone et la caméra infrarouge, ce serait impossible. Et en fait, ça va rapporter de l'argent à la réserve. Donc on voit que la techno peut être vraiment extraordinaire. En plus, les gens, ils ne vont pas forcément se payer le billet d'avion pour y aller, etc. Et moi, je crois beaucoup en fait, à la VR pour ça, parce qu'en fait, c'est un moyen extraordinaire de déplacer les gens, de rendre quelque chose de cool, parce qu'encore une fois, on a beau dire ce qui se passe, etc. La seule façon, c'est de faire en sorte que les alternatives, elles soient plus cool que d'aller au salon de l'auto pour regarder les nouvelles bagnoles, quoi. Si les gens ils ont envie de faire ça, qu'ils le fassent. Mais à ceux qui ne sont pas d'accord, de créer des trucs plus cool pour que plus de gens fassent des choses bien. Et encore une fois, il y a plein de trucs à faire. C'est assez extraordinaire de penser qu'on peut réinventer toute notre alimentation, toute notre façon de consommer, tous les liens qu'on a entre nous, de partager des trucs. Il y a plein de choses à inventer et c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut que les gens se rendent compte qu'il faut le faire maintenant. C'est un peu comme le cinéma couleur par rapport au cinéma noir et blanc. Enfin, aussi, à un moment, quand une nouvelle technologie est là, il y a des dynamiques capitalistes, mais peut-être au niveau de la recherche, simplement, il y a peut-être aussi une fuite en avant. Maintenant, on a découvert un nouveau terrain d'expérimentation, et donc il y a des gens qui testent, qui développent, qui approfondissent cette technologie. Mais surtout, quand c'est mieux, quoi. Honnêtement, la VR, c'est vachement mieux. Si vous pouvez vivre... je ne sais pas quel film vous adorez, mais par exemple, moi, j'adore Avatar. Si vous pouvez vivre Avatar avec eux, voler avec le dragon, en regardant partout et tout ça, c'est 100 fois mieux que de le regarder sur un écran plat. Enfin, c'est évident. Il suffit de tester l'expérience, c'est 1000 fois mieux. Pour l'instant, il n'y a pas encore des grands réalisateurs qui ont pu s'y mettre parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et donc, il y a des jeunes qui arrivent et qui montent très vite, etc. Mais la VR, c'est 1000 fois mieux qu'un écran plat. Non. Non, je suis pas... Non, mais je suis d'accord avec toi en même temps. C'est pas le même usage. Voilà, exactement. Moi, j'ai fait un film VR, j'ai fait un long métrage cinéma. Je pense que tu laisses beaucoup plus de liberté au regard du spectateur dans une expérience VR et que tu lui proposes ou que tu lui imposes, c'est un peu négatif, mais une vision dans un film de cinéma qui peut te permettre de faire passer une émotion que tu ne pourras pas forcément faire passer en VR. Donc pour moi, tu ne t'adresses pas de la même manière à la personne à travers un film VR et un long métrage cinéma. Et voilà, pour raconter une histoire, il est dans beaucoup de cas, je pense, sans doute plus efficace en termes d'émotion d'utiliser la VR. En termes d'immersion pure et de sensations visuelles, je peux comprendre que ce soit plus tripant et que tu dises que c'est 1000 fois mieux d'avoir cette liberté et de recréer. C'est pour ça qu'on parle de réalité virtuelle. On ne parle pas d'un écran plat virtuel et pourtant on est d'une certaine manière vachement immergé dans cette proposition de nouvelle réalité. Mais effectivement, c'est plus immersif, en tout cas physiologiquement, d'être dans une vision à 360. Mais pour autant, je ne suis pas sûr que ce soit adapté à
toutes les formes de narration, à tous les propos, et un bouquin est pas 1000 fois moins bien qu'un film, etc. Je pense pas qu'il faille comparer comme ça, mais je sais que tu es provocant quand tu dis ça. Mais, non, voilà. en fait, j'étais enthousiaste. C'était pas du tout en contre de quelque chose. En fait, j'adore le cinéma et c'est fantastique, mais c'est voilà. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Même si je pense sérieusement que la VR va créer des souvenirs qui vont être beaucoup plus forts que la plupart des trucs de cinéma, parce qu'en fait, cette immersion totale va faire en sorte que vous avez vraiment l'impression d'y être, ce qui se passe dans un bon film de cinéma. Et ça, c'est clair que quand un bon réalisateur qui sait vraiment bien utiliser le cinéma traditionnel, c'est extraordinaire. Et donc, là-dessus, c'est pas mieux, parce qu'on ne peut pas dire « Ah ouais, c'est mieux plus 1 », quoi. Non, c'est soit c'est génial, enfin, vraiment, on a vécu un super moment, soit non. Et encore une fois, il y a encore des gens qui font des dessins juste avec un stylo qui sont extraordinaires et qui sont mieux qu'un film de VR. Oui, et en lisant un bouquin, à un moment donné, tu pars dans une autre réalité, tu oublies, et pourtant tu as juste des mots qui sont alignés les uns après les autres. Et, tu évoquais du coup, il y a quand même un enthousiasme aussi sur donc, tous ces nouveaux développements. Moi, il y a pas longtemps, j'ai découvert un truc qui s'appelle AR Cloud. C'est un projet, alors c'est plutôt réalité augmentée, mais l'idée c'est le journaliste qui parle. En gros, le monde, on met des points GPS partout sur la planète et on géolocalise des œuvres en 3D, comme, je sais pas, une affreuse sculpture de Jeff Koons à côté de la Tour Eiffel, et elle sera verrouillée là et chaque personne pourra la voir. Et chaque personne avec son téléphone. Et donc, du coup, ça va devenir une question de quel sera l'espace public en 3D qui se surimposera à notre espace public actuel, qui le possède, quels seront les filtres. Donc, comme un Internet qui devient une surcouche de la réalité, quoi. Moi, ça m'a bluffé, quoi. Enfin, on pourrait citer aussi un truc qui s'appelle Decentraland. C'est une sorte de réseau social en 3D où il y aurait une planète Terre bis, en fait, où il y aurait une ville qui va grossir, et les gens en fait peuvent bâtir leur petite maison comme dans Second Life. Et là-dedans, il pourrait se passer encore plein d'autres choses, d'autres aventures. Bah, ça, moi, je pense que clairement, on peut le faire et ça peut être réalisé. Mais encore une fois, si on s'occupe pas des problèmes de base, on le verra jamais, quoi. Moi j'ai un Fairphone du coup, téléphone écologique, il a 3 ans, il est un peu déglingue, mais il fait tourner de la réalité augmentée, virtuelle. Bon, peut-être. C'est quoi la marque? C'est quoi? Fairphone, c'est néerlandais, c'est modulable et sans minerai de guerre. Peut-être si vous avez d'autres remarques, peut-être d'autres, sinon ou d'autres conclusions. Sinon, peut-être si notre public a des questions à donner à nos invités, donc spécialistes de la VR. Hélène. Donc la première est toujours la plus dure. Hein. Vous êtes combien à avoir déjà testé de la VR donc, il y a 2 personnes qui en ont un cas. Ouais, quand même pas mal alors. Et ceux qui n'ont jamais testé la VR, est-ce que ça vous donne envie de le tester du coup, nos échanges? Ouais. Ouais, il y a Wide Immersion et je crois il y a aussi dans la peau de Thomas Pesquet, dehors là, au niveau du Space Bus. Bonjour. Moi, j'y connais rien. Mais j'ai vu qu'en bas de chez moi, en bas de mon immeuble, ils étaient en train de construire une boutique qui s'appelle Escape Game et qui nous promet 45 minutes extraordinaires, etc. Donc j'en ai conclu que c'était un endroit où on allait pouvoir faire des séances de jeux vidéo en VR. Et ma question, c'était, pourrait-on diffuser dans ces lieux, puisque vous avez parlé, vous dites, on a voulu construire nos salles propres, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que dans ces salles Escape Game, on pourrait aussi diffuser les jeux dont vous, madame, vous avez parlé? Enfin, j'appelle ça un jeu, mais c'est pas un jeu. Ou vous, monsieur, de Game Impact, est-ce que si ça arrive finalement, ces boutiques vont se généraliser, est-ce que c'est pas aussi un bon lieu de diffusion?
Donc nous, on travaille déjà en partenariat avec ces lieux. Alors il y a plusieurs choses, il y a les escape games et il y a effectivement les salles VR qui ouvrent un petit peu partout et les salles VR qui ouvrent avec des escape games. Alors effectivement, ça fait un petit mélange de tout ça. On a effectivement des lieux aujourd'hui de loisirs et d'entertainment, c'est les bowling ou les têtes dans les nuages ou les laser games de demain qui sont des lieux où vous pouvez venir effectivement consommer de la VR. Alors essentiellement sur du jeu vidéo aujourd'hui, on est plutôt sur du jeu d'arcade porté en VR dans la plupart de ces salles. Certaines qui proposent effectivement des contenus plus narratifs ou en tout cas différents, parfois plus engagés, enfin qui ont une programmation, on va dire, très diversifiée sur ce qui existe aujourd'hui en réalité virtuelle. Je pense notamment à une salle MK2 VR qui a ouvert à côté de son cinéma Bibliothèque François Mitterrand à Paris, une salle dédiée à la réalité virtuelle. Donc ces lieux-là, ils sont en train effectivement de se multiplier. Moi, au sein de Smart VR, on a la partie For Impact, mais on a aussi une partie plus généraliste en étant créateur de contenu sur divers sujets. On distribue nos expériences donc, sous forme de licences à l'ensemble de ces salles. Qui aujourd'hui sont à la recherche de contenu, hein, parce que le contenu en VR aujourd'hui, alors je ne vais pas dire qu'il est pauvre, mais je considère en tout cas qu'il n'est pas encore très riche. Donc il y a encore, je pense, on peut le diversifier, je pense, dans cet univers-là. Et il y a plein d'acteurs en fait qui créent des contenus un peu dans leur coin et qui vont avoir leurs propres moyens de diffusion. Nous, on a créé un store où on essaie de diffuser nos expériences, mais aussi de proposer en fait à des éditeurs de contenu de diffuser à travers notre store. Et donc, on vend ces formules de licence à ces salles-là. Elles sont de plus en plus nombreuses à nous demander honnêtement des contenus de ce type. Ça m'a pas mal questionné au début parce qu'on s'est dit est-ce que finalement c'est notre cible ou pas et est-ce que c'est étrange de faire cohabiter de la VR très jeux vidéo, arcade, voire du jeu de shooting avec des contenus on va dire plus pas intellectuels mais en tout cas différents sur des grands sujets de société comme on en a parlé là pendant une heure. Au final, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le public et de se dire qu'on peut toucher n'importe qui. Moi, j'ai fait des tests en me disant cette expérience sur les réfugiés, il y a d'autres choses, hein, des films sur la précarité. Là, on sort une expérience avec Action contre la faim en Centrafrique. On s'est dit, on va faire le test de diffuser sur les stores aujourd'hui qui proposent de diffuser l'expérience en se disant ceux qui pourraient même acheter une expérience à 1 €, on reverserait la moitié en dons à l'ONG avec qui on est partenaire, par exemple. On a fait le test. Moi, je peux suivre exactement le nombre de minutes jouées, utilisées sur toutes les licences possibles. Et j'ai été extrêmement surprise en fait du nombre de fois où l'expérience sur les migrants, par exemple, a été téléchargée et vue dans des salles comme ça. Ça a été utilisé par une salle en Belgique que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Futurus Game, donc c'est vraiment une salle d'arcade VR. J'ai eu la joie d'avoir un coup de téléphone de quelqu'un de l'Union européenne qui travaille sur le département humanitaire de la Commission européenne, en me disant on a fait un team building UE, là, par hasard, on est tombé sur votre film, c'est extraordinaire. L'Union européenne, on traite de pas mal de questions, forcément, d'urgence, de prise en charge sociale et écologique un petit peu partout en Europe. Et on a envie de diffuser aussi le message autrement à nos citoyens européens, donc faisons des choses ensemble. On se rend compte qu'on peut vraiment toucher énormément de personnes. On a eu énormément de retours de personnes vraiment que je n'ai jamais rencontrées, je n'ai pas diffusé, je les ai jamais vues, mais qui ont pu tester un peu par hasard, qui sont arrivées en disant je viens jouer une partie de 20 minutes de ça, et au final, si je peux regarder également un film en 360 un peu sympa, je pense que ça s'appelle du Wild Immersion aussi, vous avez vos salles, mais peut-être que vous diffusez ailleurs. Les gens sont beaucoup en recherche de ça, en fait. Quand on découvre la VR, en fait, on est curieux. On a la chance d'être dans ce moment où les gens ne connaissent pas. Et donc, on a envie de voir tout le potentiel de ce média. Donc, évidemment, on a un public plus évident qui s'intéresse à ce type de dispositif, qui est peut-être celui des jeux vidéo, mais honnêtement, c'est 50% aujourd'hui de la population. Et l'autre 50% qui sont juste, vous, dans la salle, vraiment du très grand public, qui se dit j'ai envie de tester des contenus et j'ai envie d'un peu tout voir. Et si je peux faire une expérience de vertige un peu waouh, sensationnelle, c'est chouette. Si je peux voir quelque chose en étant plongé au fond de l'eau, c'est formidable. Si je peux avoir quelque chose qui me touche sur la question des enfants dénutris ou des migrants, pourquoi pas. Donc il faut réussir, effectivement, nous, en tant qu'acteurs, à toucher ces salles-là et à multiplier les opportunités de diffusion. On n'est encore qu'au début.
mais on y travaille. Du coup, j'ai une question, moi. Est-ce qu'il y a des projets avec l'éducation nationale, notamment, je sais pas, à l'école, pourquoi pas en cours de géographie ou d'histoire, d'être au milieu de batailles ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Nous, on travaille avec, déjà avec les États-Unis, avec une 50aine d'écoles, et je pense que ça va aller plus loin. On est en train de lancer le programme au Canada, en Angleterre et en France, pour faire un peu le tour du monde des habitats et tout ça. Et donc, on a fait 3 films spéciaux sur l'Amazonie, sur l'Afrique et sur l'Asie, pour que les gens, enfin les élèves, les enfants, soient téléportés et puissent voir les animaux en direct et tout ça. Donc oui. Et en fait, les professeurs sont super contents parce que ils ont tout d'un coup, ils ont toute une classe qui est complètement attentive, qui attend que ce moment de se téléporter dans les environnements, etc. Donc après, évidemment, faut faire attention à revenir dans le réel aussi. C'est la balance dont on parlait. Mais en tout cas, je pense qu'en éducation, il y a énormément de travail. On travaille aussi sur toute la partie santé. Donc là, on travaille avec une maison de retraite et je pense que ça va se dupliquer dans une 40aine de maisons de retraite. Et on a fait essayer à des personnes âgées qui étaient carrément... elles revenaient des enfants, c'était génial, quoi. Il y en avait une qui disait « Ah, j'avais toujours rêvé de voir un alligator. Ah, bah maintenant tu l'as vu » et tout ça. Enfin, elles se marraient entre elles et tout ça. C'était vraiment génial. Et on sait qu'il y a des bonnes études qui ressortent sur le traitement de maladies comme Alzheimer, la dépression aussi. Enfin, on est vraiment en train d'essayer de travailler ça. Et donc, aussi dans les écoles et dans les maisons de retraite, on a déjà commencé. Il y a les syndromes post-traumatiques également, il y a eu pas mal d'avancées en psychologie également, ça permet aussi facilement aussi de faire des entretiens. Alors ça se combine aussi avec l'intelligence artificielle maintenant, avec la reconnaissance vocale, du coup toutes ces briques en fait sont en train de s'imbriquer du coup, et je crois qu'on va avoir d'autres découvertes à mon avis prochainement dans tous ces domaines. Bonjour. Pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez sur la santé, j'ai vu il y a quelque temps une information sur le fait que la réalité virtuelle était testée justement sur les personnes qui sont hospitalisées, alitées depuis longtemps, pour les faire voyager, justement pour les faire sortir un peu de leur quotidien. Est-ce que vous avez un retour ou déjà une expérience, vous, vis-à-vis de ce type de choses-là ? Oui, donc je pense que vous parlez d'une initiative qui s'appelle Bliss, qui est une entrepreneur sociale assez chouette, qui a créé une asso qui s'appelle l'effet papillon. Et l'effet, effectivement, l'ambition, c'est d'accompagner des personnes malades dans une meilleure prise en charge de leur traitement, notamment les personnes qui sont à l'hôpital pour des dialyses qui sont très longues ou des chimiothérapies qui sont assez longues. On sait que l'état du patient pendant la prise de son traitement, donc quand vous êtes avec une perf qui va durer plusieurs heures, si vous êtes stressé, etc., vous allez, on sait qu'il y a un impact psychologique en fait qui va faire que vous réceptionnez plus ou moins bien votre traitement. Donc Bliss, elle a créé des contenus qui permettent de faire un peu voyager les gens. Donc souvent, c'est des univers assez oniriques où vous allongez les personnes, vous allez leur mettre le casque sur les yeux, ce qui fait que voilà, ils vont s'évader un petit peu, tout comme ils pourraient le faire, je pense, avec les contenus de Wild Immersion sur le coup, pendant quelques minutes pour justement avoir un niveau de stress qui diminue. Et les résultats d'impact qu'elle a, c'est très suivi, elle fait ça directement à l'hôpital, sont assez bluffants sur la prise en charge de ce genre de choses. Aujourd'hui, la VR, en fait, il y a un champ des possibles qui est infini. Je pense qu'on l'a touché un petit peu du doigt. Aujourd'hui, on parle de l'éducation, on parle de la santé. Il y a plein de choses à faire. Il y a les questions de formation, évidemment. Dans la santé, on voit aussi tous ces médecins et ces jeunes médecins encore en études qui, aujourd'hui, vont pratiquer des gestes en réalité virtuelle avant d'être plongés dans le grand bain de l'hôpital face à des vrais patients. Donc, on va s'entraîner en chirurgie, mais pas que. Honnêtement, il y a énormément d'applications possibles.
il y a quand même la question des moyens qui se pose. Il faut savoir aujourd'hui que la création de contenu coûte cher, que ce soit en vidéo 360, que ce soit en 3D interactive. Il y a quelques organismes, historiquement le CNC qui accompagne le cinéma, qui peut aider à la production. C'est pas si facile à obtenir quand vous n'êtes pas du milieu initialement. Et ensuite, c'est des partenaires privés qui, à un moment donné, vont jouer le jeu de dire « Ok, j'ai envie de tester et je vais investir dans une expérience parce que j'y crois ». Mais on n'a pas encore des catalogues très étoffés. On sait qu'en éducation, nous, on a énormément d'écoles qui viennent nous voir en disant est-ce que vous avez, justement, voilà, pour le cours de géographie, d'histoire et autres, des contenus déjà existants, parce que nous, on ne peut pas investir dans la création. Mais par contre, on est vraiment prêt à diffuser, évidemment, dans nos salles de classe. Donc ça, évidemment, c'est pas si évident. Il faut savoir qu'il y a aussi des innovations qui sont intéressantes pour connecter les gens et les publics empêchés qui existent en VR. On parlait de l'hôpital tout à l'heure, on a fait des premières initiatives où on a des enfants qui ne peuvent pas être à l'école, mais qu'on connecte à la salle de classe en étant sur leur lit d'hôpital, pour justement pouvoir être encore connectés à leur classe, suivre leurs cours, etc. Et là, sur le coup, moi, on ne me dira pas que la technologie a un mauvais impact quand on a réussi à créer ce type de lien social et justement à faire vraiment de la prévention de l'isolement. Ouais, alors même pour les plus loin, parce que Game Impact c'est mon activité sur mon temps libre. Dans la vie professionnelle, je suis concepteur de jeux chez TIA Healthcare, qui est une boîte médicale, et du coup on regarde un peu ces trucs-là. Et oui, il y a même, parce que tu parlais de financement, en fait, carrément par le champ de la recherche médicale. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont développé j'ai vu une vidéo assez bluffante. L'idée, c'est que les jeunes enfants qui doivent subir des vaccinations, souvent c'est assez stressant. Il y a beaucoup de contacts, des douleurs un peu nouvelles. Et du coup, en fait, on leur met un casque de VR et c'est contextualisé dans un univers comme quoi il y a un petit personnage qui vient leur parler et qui leur explique qu'ils doivent faire un rituel pour sauver le monde par la magie, machin et tout. Et en fait, tous les moments de contact vont être contextualisés dans l'expérience virtuelle comme étant normal mais faisant partie du processus. Et du coup, on se rend compte que c'est beaucoup mieux vécu au final. Ce qui est un peu étrange, parce que du coup, ils ne voient pas les gens qui les touchent, mais apparemment, ils le vivent mieux. Et même pour aller plus loin, même avant, finalement, la VR, tout ce qui était expérience virtuelle et tout ça a été vachement étudié. On peut se rendre compte que, par exemple, étonnamment, on peut utiliser le jeu Tetris pour calmer la douleur physique, calmer l'anxiété. Il y a énormément de recherches qui ont été faites là-dessus pour aider, justement, quand ça devient trop compliqué de surcharger d'un point de vue médicamenteux. Donc, utiliser toutes ces expériences virtuelles, l'effet qu'elles ont sur le cerveau directement, qui permet en fait d'avoir un effet clairement positif et d'améliorer le parcours de soins. On a on a certains intervenants qui ont malheureusement du coup des obligations prochainement. Donc peut-être qu'on pourra terminer là-dessus, justement sur cette notion. Donc comme on l'a dit, la VR, c'est quand même une technologie à base d'électronique, de haut niveau, des terres rares, beaucoup d'électricité, mais c'est peut-être également un impact qui est lui humain, pouvoir justement sortir des gens de chez eux, qu'ils soient forcés ou non d'être bloqués sur un lit d'hôpital ou autre. Et c'est peut-être l'occasion justement de toucher d'autres consciences, de faire créer une empathie, comme on l'a dit, de toucher une nouvelle génération aussi, donc avec cet aspect un peu de la nouveauté, mais qui permettra, qui sera justement également un média de demain, comme on le disait, comme l'histoire du cinéma, quoi. Donc voilà, si vous avez une dernière chose à ajouter. Sinon, je remercie nos invités, donc Pierre-Emmanuel Le Goff, réalisateur donc, de 16 levées de soleil que vous pouvez voir en ce moment au cinéma, ou de l'expérience dans la peau de Thomas Pesquet, disponible sur toutes les bonnes plateformes, App Store, etc. Et en salle de cinéma VR aussi. Et en salle spécialisée. Dans l'ordre, Adrien Moisson, donc Wide Immersion, que vous pouvez retrouver également dans le hall. Et donc, vis-à-vis de ce qu'il nous a dit aujourd'hui, vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui et de son travail. Mathieu Lagadec, donc de Game Impact, qui organise des meet-up à Paris qui m'ont l'air très très intéressants, sur le Solar Punk en décembre, donc j'essaierai vraiment d'y être. Et Sarah Tiermarch, donc de Smart VR et anciennement Ashoka. Et donc d'ailleurs vous pourrez retrouver, si vous voulez tester son expérience, le 17 si je ne m'abuse. Oui, demain, donc le média où je travaille organise l'inauguration de ces nouveaux locaux et Sarah sera là du coup pour nous présenter
à République, chez Morning Coworking, son expérience. J'en profite pour rajouter qu'on a une semaine d'exposition avec Action contre la faim qui commence à partir de lundi, où on présentera notre nouvelle expérience qui s'appelle Checkpoint. C'est 16 rue Quincampoix à Paris, et c'est toute une exposition sur les humanitaires et la question des dangers à la frontière Centrafrique. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, vous pouvez y aller, c'est grand public. Voilà. Et si vous voulez retrouver Oui Demain en kiosque, c'est celui-là, le numéro actuel. C'est une super revue. Merci beaucoup.